Guillaume Depardieu, vous nous avez rejoint, donc pas du tout question d'un droit de réponse, puisque vous n'êtes pas Gérard Depardieu, vous êtes Guillaume Depardieu. Mais est-ce que votre père vous a présenté Rafik Khalifa déjà, non? Non, jamais, non. Donc vous n'avez pas rien de spécial à déclarer finalement? Non, monsieur le commissaire. Alors Guillaume Depardieu, après Tous les matins du monde de Corneau en 91, Cible émouvante et Les apprentis de Salvadori en 93 et 95, après Paula X d'Eleos Carax en 99, vous êtes à l'affiche de Peau d'ange, le premier film de Vincent Pérez. Avec vous, Morgane Moret, Magali Vock, Karine Silla, Olivier Gourmet, Laurent Terzieff, Dominique Blanc, Valéria Brunet-Tedeschi. Vous voulez que je fasse le pitch ? Ouais, j'aimerais bien, parce que je suis pas très doué pour ça. Alors c'est simple, c'est l'histoire d'Angèle, qui est jouée par Morgane Moret, une curieuse fille qui vit dans la ferme paternelle, dans un milieu pauvre et dévot, où on va à la messe le dimanche matin. Et puis ses parents sont tellement pauvres qu'ils doivent se résigner à envoyer leur fille travailler, comme bonne, chez des notables de la ville. Et là, vous débarquez, vous, Guillaume Depardieu. Vous êtes venu en fait pour l'enterrement de votre mère, mais vous avez quitté la cérémonie pour boire un verre, parce que ça vous gonfle. Voilà, alors vous allez passer une nuit ensemble. Pour elle, c'est la première fois qu'elle fait l'amour avec un garçon. C'est un don total, elle s'abandonne complètement, alors que pour lui, enfin pour vous, c'est plutôt une consolation passagère, non? Consolation passagère. Je dirais abandon nécessaire plutôt. C'est-à-dire qu'après tout ce que je n'ai pas fait, il fallait que je fasse quelque chose. Ouais, voilà. Alors vous connaissiez peu Vincent Pérez, mais en fait, la personne qui joue dans le film d'ailleurs et qui a écrit le scénario, Karine Silla, a été la maîtresse de votre père, Gérard Depardieu, avec qui elle a eu un enfant. Oui. Et c'est peut-être pour cela que le personnage est tellement bien écrit, vous correspond tellement bien, non? Non, parce qu'il n'était pas prévu pour moi au départ. Donc, Alors d'ailleurs, à l'époque, c'est à l'occasion de la révélation de l'existence de ce bébé, Roxane, que vous étiez allé tout casser dans le hall d'accueil du magazine Voici, c'était il y a 10 ans. Ah ouais, c'était bien ça. Vous vous souvenez de ça? Ah, c'était génial. Ah, j'ai pris un énorme standard, le plus gros qu'il y avait, et je l'ai éclaté sur 2 vigiles. Ouais. Un truc qui vaut cher et tout. Hein. Il y avait Sandrine Bonner qui avait mis du purin et du fumier devant Voici. Voilà. C'est-à-dire qu'à l'époque, c'était il y a 10 ans, c'était une sale époque pour vous. Hein. C'était à la fin de la même année que vous êtes fait choper en train de vendre de l'héros à la gare de Vaucresson. Non, je n'étais pas en train de vendre, c'est des conneries, c'est pas vrai. Non, je dépannais un copain parce qu'on était tous dans la merde, parce que ça coûtait moins cher à Rotterdam, donc on allait à Rotterdam en acheter, tout simplement parce que je voulais pas demander de l'argent à qui que ce soit. Et surtout pas à mes parents qui savaient même pas que je me défonçais, donc bon. Voilà. Vous êtes retrouvé en tôle? Ouais, longtemps, ouais. Et alors? Bah, la tôle, quoi. En plus dur. Hein. Ça vous a calmé ou ça vous a rendu plus agressif? Ça m'a rendu antisocial. Ah! Antisocial, tu perds ton sang-froid. Je l'ai gardé pourtant. Repense à toutes ces années de service. Antisocial, bientôt des années de sévices. Enfin le temps perdu qu'on ne rattrape plus. On rattrape plus. Ouais. Trust antisocial. Vous dites, mon danger, c'est que je n'ai jamais eu peur de grand-chose, pas plus de la drogue que de la prison. Les excès, je connais. Ouais, en fait, j'ai même pas peur de la mort parce que, en fait, depuis tout petit, ça m'accompagne, tout ça. C'est des choses qui me font pas peur. Elles vivent avec moi, font partie de moi. Je sais que ça fait partie de ma vie. Je veux dire, c'est une philosophie. C'est ma philosophie. Ouais. J'ai peur de rien. Ouais. Déjà à 15 ans, vous avez eu des problèmes pour vol avec violence, non? Ouais, c'est mon premier séjour en prison, ça. Ouais. Ça, c'était pas bien. Je suis pas très fier, ça. Ouais. Ouais. Je suis pas très fier. Ouais. C'est pas facile d'être le fils de Depardieu, quand même, non? Oui, c'est facile d'être le fils de personne. Donc, bon, c'est... je veux dire, j'ai eu les mêmes difficultés que tout le monde, mais sauf que j'ai un caractère et une nature qui font que ça se voit. Ouais. Vous avez été bien élevé ou pas? Très bien.
Non, parce que votre père dit souvent qu'à l'époque où vous êtes né, il avait 20 ans. C'était 3 ans avant les valseuses, donc il était encore dans un petit studio à Malakoff. Moi, je pense que mon père devient lui-même maintenant, en fait. Hein. Je pense qu'il faut vraiment beaucoup de temps pour faire un homme. Il faut à peu près 50 ans. C'est long. Surtout un garçon, quoi. C'est vrai, oui. Vous auriez préféré être le fils de Delon, de Belmondo, non? Non, je suis très content d'être le fils de mon père, malgré Malgré ce que dit ma mère, quoi. Malgré ce que peut dire ma mère, que bon... En plus, ma mère, c'est quelqu'un qui, politiquement, c'est quand même celui que je trouve qui se rapproche le plus de mon vocabulaire et de ma façon de penser. Mais en même temps, j'ai très vite compris, très tôt, vers 16 ans, que je ne ferais jamais plus de politique, parce qu'au départ, je voulais en faire. Ouais. Je voulais partir... aller en Afrique, mais faire la guérilla, quoi. C'est-à-dire piquer tous les diamants et rendre le pognon à ceux qui l'ont, quoi. C'est-à-dire le gaz, le pétrole, les machins. Mais bon, tout le monde sait, enfin j'espère que tout le monde sait, j'espère que tout le monde le sait, surtout les jeunes, que les hommes politiques n'ont aucun pouvoir. Ouais. C'est pas très juste, ça, pour bon. Je suis désolé pour vous, mon cher Noël, mais vous n'avez aucun pouvoir. C'est un peu caricatural. Mais non, c'est pas vrai. Vous le savez très bien, vous êtes à la merci d'un mot, vous êtes à la merci d'une phrase, vous êtes à la merci d'un pourcentage. Non, les mots aussi ont des Regardez Lionel Jospin, regardez ce qui s'est passé, la déroute, le machin, une histoire de conseiller, enfin, vous êtes dans un tourbillon, vous êtes loin de tout, vous êtes... Moi, finalement, ce que je constate avec monsieur Khalifa, puisque c'était ça l'histoire, c'est que j'ai appris à fermer ma gueule, parce que moi j'ai jamais été d'accord vraiment avec les choix de mon père là, sur beaucoup de choses, hein, et politique surtout. Mais considérant que l'argent domine le monde, si M. Khalifa arrive à me prouver qu'avec sa stratégie, il arrivera à ce que sa jeunesse ne baigne pas dans ces morts dont vous parliez, dans l'islamisme, et puisse rêver de travail, d'espoir, tout simplement rêver. Là, je veux dire, qu'importe le discours et la méthode, pourvu qu'on ait l'ivresse. De la dignité. La dignité, vous savez, la dignité... Ça peut aller très loin, la dignité. Hein. Je parle de la dignité du peuple algérien, puisqu'il s'agit de lui. Ben, vous savez, là-bas, ils sont très contents de Khalifa, hein, les jeunes. Hein. Quelques-uns. Oui, mais c'est l'effet de masse, c'est l'effet tapis. Lui, il a réussi, il a dit dinar et tout. Voilà, bon, ça marche comme ça. Non, mais quoi. Vous savez, l'Algérie, c'est un des pays les plus jeunes du monde. La moyenne d'âge, elle est de 23 à 25 ans. Ces jeunes-là, aujourd'hui, ils n'ont aucun espoir. Beaucoup d'entre eux, d'ailleurs, face à cette misère, je veux voir, se jettent dans l'islamisme, sur lequel d'ailleurs joue avec beaucoup de... Oui, mais ça, c'est des discours. Moi, ce que je veux, c'est sentir des vibrations, voir des gens. Je veux voir des gens. Je veux voir des gens. Moi, quand je veux savoir quelque chose, je vais sur place. Il y a une biographie autorisée de Khalifa qui est absolument extraordinaire, que je n'ai pas amenée ici, dans laquelle il est dit qu'il fait beaucoup pour la formation des jeunes. Et qu'est-ce qu'il forme? Il forme des pilotes d'avions. Vous croyez que les jeunes Algériens sont nombreux à subir des formations de pilotes d'avion? Écoutez, tout ce que je peux constater, Tlemcen, là où votre père a des vignobles, il y a 4 jeunes, la semaine dernière, qui sont morts de botulisme. Le botulisme, c'est une maladie liée à la pauvreté. Écoutez, en France, moi, j'ai chopé 2 staphylocoques à l'hôpital, le meilleur de France, d'accord, et je vais perdre ma jambe, je risque de perdre ma jambe. J'espère que vous ne la perdrez pas. Vous savez qu'en France, écoutez, vous descendez le débat, vous dites n'importe quoi. Mais non, pas du tout. Vous voulez que je vous dise, en France, il y a des jeunes, du moment qu'il y a du pognon, regardez, du moment qu'il y a du pognon, et employons les mots. Qui c'est qui gouverne le monde là? C'est les États-Unis, d'accord? Bon, alors arrêtez les... C'est pas que, c'est des grandes puissances financières. Du moment qu'il y a du pognon, s'il y a une bonne volonté derrière, moi je m'en fous. Ben moi je suis pas cynique comme vous, donc je dis que je ne me résous pas. Je vous laisse ça, le cynisme. Je ne me résous pas à ce que ce soit les puissances financières, qu'elles soient américaines ou autres,
qui finance le monde. Et pour vous dire sur la France, je suis d'accord avec vous, vous avez attrapé une maladie nosocomiale, pour employer un terme pédant à l'hôpital, mais vous savez qu'il y a quand même des enfants qui vivent dans les banlieues, peut-être qu'il y a des jeunes ici non, qui ça, je savais pas, non, je suis jamais sorti. Il y a des enfants qui attrapent des maladies qui s'appellent le saturnisme. Et comment on le contracte, le saturnisme? Quand on vit dans des logements insalubres. Voilà, donc c'est aussi, la France est aussi un pays dans lequel il y a des gens pauvres, dans lequel il y a des gens qui vivent mal, et nous devons nous battre pour qu'ils vivent mieux. C'est ça aussi la noblesse de la politique. Je sais depuis que j'ai l'âge de 12 ans. C'est pas M. Khalifa, ni M. Messier, ni M. Maire, qui est aujourd'hui ministre des Finances. Tapie. Moi, je trouve simplement, monsieur Mamère, que vous avez parlé trop vite, c'est tout. Moi, j'aurais étudié le dossier avant. Mais on le connaît bien, le dossier Khalifa. Il y a vous votre le connaissez, père qui mais moi, pas. j'ai rien vu pour l'instant. Je vais vous faire oublier tout ça. S'il vous plaît. Mozart. Le Kyrie du Requiem. Ouais. La première fois que Guillaume Depardieu a entendu ce morceau, vous aviez 16 ans. C'était un soir de déprime. Vous avez mis cette cassette complètement par hasard. Vous avez beaucoup pleuré ce soir-là. Et vous avez décidé de changer votre vie. Et 8 jours après, vous avez quitté l'école. Voilà. L'autre chose qui a changé votre vie, c'est votre fille, Louise. Oui. Plus radicalement, oui, même. Ouais. Parce qu'au départ, j'étais tout seul et puis j'étais plein de rêves encore, mais là, en fait, ça me change, mais je pourrais même pas l'exprimer parce que je suis complètement... c'est comme quand on vient de se prendre un coup à la pointe du menton, je suis séché, quoi. J'admire, je peux qu'admirer, ça me ramène à des choses... Enfin, c'est bouleversant. Ça fait du bien. Est-ce que le fait d'être père, maintenant, vous rend plus indulgent envers votre père? Oui, mais j'avais déjà fait un peu de travail là-dessus quand même. Hein. Sinon, il y aurait eu mort d'homme. C'est Guillaume Depardieu. Guillaume Depardieu, bonsoir. Alors faites-vous confiance à l'hôpital. Nous allons connaître l'opinion des Français sur ce sujet. J'imagine la vôtre. Oui, malheureusement, oui. Pas trop confiance. C'est pas ça, c'est qu'il y a beaucoup de travail à faire, je pense. Ouais. Vous reprenez goût à la vie? Ouais. Un petit peu, oui. Alors la douleur, dites-vous, est partie à 80%. Il me reste des douleurs fantômes, mais c'est quasiment le paradis par rapport à ce que j'ai vécu. Oui, c'est presque le paradis, oui. Ouais. C'est le paradis avec une jambe en moins, quoi. Ouais. Un peu contrariant à 32 ans. Ouais. Ce que vous avez vécu, c'est-à-dire l'amputation, bien entendu, de la moitié de votre jambe, suite à un grave accident de moto en 1995, une valise mal attachée sur le toit du véhicule qui vous précédait, Guillaume, fracture ouverte, destruction du genou et 17 opérations. Ouais, à peu près, ouais. Jusqu'à une infection due à un staphylocoque résistant à tout traitement antibiotique. Et vous découvrez qu'il s'agit d'une infection nosocomiale, ce qu'on appelle une maladie d'hôpital en général. Vous découvrez également que plus aucun médicament ne parvient à atténuer votre souffrance, malgré les doses massives d'antibiotiques, de morphine. Le seul résultat, finalement, c'est de vous bousiller l'estomac. Ouais, et vous dites que vous avez vomi du sang. Oui, mais j'ai même attrapé un ulcère. Enfin bref, les à côté souhaitables. Qu'on a évidemment quand on prend des doses massives d'antibiotiques. Ouais. Jusqu'à ce que vous trouviez un chirurgien qui accepte de vous amputer. Les autres n'étaient pas vraiment d'accord, pourquoi? Ça pose un gros problème quand même, parce que ça veut dire que c'est presque plutôt un constat d'échec. En l'occurrence, c'est un constat d'échec, mais en même temps, j'avais le choix entre avoir une jambe raide toute ma vie et donc marcher 10 ans et puis après avoir le dos bousillé et puis après avoir une autre... Enfin me faire opérer du col du fémur à 40 ans, alors que normalement c'est une intervention qui vient sur les personnes âgées. Donc voilà, donc j'ai préféré couper court. Alors aujourd'hui, vous militez pour que d'autres ne subissent pas le même calvaire, car pour vous, l'hôpital est dangereux. En fait, je suis venu à cette première émission parce que c'est pour son titre déjà, opinion publique, et puis le fait aussi qu'il y ait des gens à informer qui sont réunis ici. Voici Guillaume Depardieu.
Ça va. Ça se passe mieux que la dernière fois que t'es venu, là, pour marcher, non? Ouais. Hein? J'arrive à escalader un petit peu. Commence à prendre l'habitude? Ouais. Alors, Guillaume Depardieu, acteur de cinéma, Tous les matins du monde, Cible émouvante, Les apprentis, César du meilleur espoir, Paula X, Marthe, Podange, Aime ton père. Donc régulièrement à l'affiche au cinéma, mais aussi souvent Guillaume Depardieu à la une des médias. Prison ferme pour revendre de l'héroïne en 1993, accident de moto en 1995, amputation de la jambe en 2003, puis altercation à Trouville avec un pistolet à Grenaille, 9 mois avec sursis, 5 000 € d'amende. Enfin voilà, donc vous êtes un garçon à la fois qu'on retrouve sur les affiches des films et à la une des médias. Et c'est pas fini, puisque vous publiez chez Plomb un livre d'entretien réalisé avec Marc-Olivier Fogiel. Ton ami? Mon ami. Ah ben, depuis qu'il est le dimanche soir, c'est plus mon ami, quand même. À quoi ça tient l'amitié? C'est marrant, hein. Un jour après, et puis tout va bien. Tu vas te réconcilier avec lui sur ce plateau. Très volontiers. Voilà. Donc un livre qui va faire grand bruit et qui s'appelle « Tout donner ». Alors Guillaume, depuis la publication des bonnes feuilles de ce livre dans Paris Match, tout le monde en parle, c'est le cas de le dire. Et d'ailleurs, la première mise en place chez les libraires a été mercredi dernier de 80 000 exemplaires. Par librairie, ce qui est énorme. Alors au départ, c'est Muriel Belair, qui est éditeur chez Plomb, qui lit un portrait de vous dans Elle, qui vous appelle et qui vous dit vous avez une vraie histoire à raconter. Vous lui dites, vous tombez bien, j'ai envie d'écrire. Donc voilà, donc Muriel Belair, pour accoucher de ce témoignage, contacte Marc-Olivier Fogiel, avec qui vous êtes amis depuis 1997. Et donc c'est Marco qui vous a accouché. Alors au niveau de la méthode de travail, avant de passer au contenu du livre, lui il dit, tous les jours entre septembre et décembre 2003, j'étais chez Guillaume à Bougival, tête bêche sur son lit, avec un magnéto en marche, pendant 3 heures par jour. Et vous, dans le même journal, vous dites qu'en fait, vous avez enregistré 8 entretiens avec lui. Ouais. C'est quoi, alors? Bah, il y a eu 8 entretiens d'1 heure, en fait. Ouais. Et puis, non, mais ça doit être le journaliste qui a dû... Qui s'est trompé, peut-être. Ouais. La vérité, c'est ça. Si vous avez fait 8 entretiens d'1 heure avec lui, tête bêche sur le lit? Thierry. Bien. Alors on va y aller, hein. Tout le monde tête bêche. Alors le livre commence à votre naissance, vous dites « Je ne suis pas né normal ». Ma mère a pris un médicament, le Distilben, qui a été ensuite interdit à cause de ses effets secondaires. Il y a eu 300 cas de jeunes filles qui sont nées stériles. Et vous avez eu des malformations corporelles, dites-vous, des os en plus. Ouais. Des trucs comme ça, des os en plus, un cerveau en moins, un sexe bizarre. Et où des os en plus? Dans le bras. Et on vous les a enlevés, ces os? Non. Parce que c'était pas... Bon. Sauf si je me le cassais sur l'artère fémorale droite, c'était un peu... Non, mais c'était pas... C'est pas grave. Et le sexe, l'opération du sexe? Ouais, ça c'est plus marquant quand même. Hein. Surtout à la puberté, quand ça commence à bien frétiller. Déjà tout petit, vous vous sentez différent des autres. Voilà, c'est ça surtout que ça... Bah ouais, ça m'a empêché d'aller en classe. Je crois que t'as un appel. Il y a un portable qui est sur le plateau. Fais-moi confiance, tu sais, c'est mon métier. Ouais, il y a le mien, Mais il a pas sonné, quoi. Il a vibré. Il a vibré. Ok, ça y est. On continue. T'es chiant avec ça. Donc tout petit, déjà, vous vous sentez très différent des autres. Ça vous met en marge, finalement, ces opérations. Puis tu te retrouves à l'hôpital, tu rates les cours. Ouais. Qu'est-ce que t'as? Bah écoute, je vais pas te le dire. Mais bon. Voilà, alors vous parlez aussi de vos rapports avec votre père. Vous dites que les rapports avec mon père sont pas normaux non plus. Il travaillait tout le temps, je le voyais jamais. Il n'était pas compatissant de ce que vous viviez à l'école. C'est-à-dire qu'à l'école, on vous emmerdait à cause des valseuses, à cause d'un certain nombre de films que votre père avait fait. Et en fait, jamais il vous a dit c'est pas grave, laisse tomber Guillaume, c'est des connards. Il n'était pas compatissant. Non, mais c'est même pas ça, d'être compatissant ou pas. C'était... je sais pas, moi, je savais pas comment réagir vis-à-vis de ça. Donc, généralement, ça donnait des soucis, quoi. Je me battais tout le temps, quoi.
Vous dites, mon père, il m'a eu trop tôt. Vous pensez que c'est ça le problème? C'est lui qui le dit, ça. Hein. Ouais, c'est lui qui le dit. Ouais. Mais je confirme. Ouais. Gérard Depardieu, en plus, il ne peut pas trop vous aider parce qu'il n'est pas beaucoup allé à l'école non plus, donc... Oui, c'est assez... Ouais, mais c'est touchant, là. Ouais. Et alors, vers 13-14 ans, vous commencez à plus rien foutre. Vous commencez à fumer du shit, à sniffer de la colle, donc c'est quand même assez jeune. Ouais, vous trouvez? Vous dites, j'étais devenu quasiment autiste. Ouais, parce que j'aimais pas du tout le monde qui m'entourait. Je trouvais ça un peu ennuyeux. Et donc, bon, je me réfugiais surtout dans la musique. Hein. Vous écoutiez quoi? De tout, mais beaucoup de punk, ouais. Ouais, c'était l'époque. C'était avant le hip-hop, ouais. Et la nuit, vous preniez le dernier train pour Paris, vous allez à Paris, vous marchiez dans les rues pendant toute la nuit, et le matin, vous preniez le premier train pour rentrer à Bougival. Vous faisiez quoi la nuit? Je déambulais un peu dans Paris, quoi. Je m'inventais des identités, j'allais dans les bars, j'étais soit fils de notaire, soit fils de militaire, soit des trucs bizarres, enfin des trucs comme ça, mais à chaque fois j'avais le privilège de l'anonymat, donc c'est comme ça en fait que je me suis... D'abord j'ai compris qu'on pouvait, avec un peu de persuasion, et embobiner tout le monde, donc c'était assez intéressant, et puis ça m'a permis de découvrir plein d'univers différents. Vous disiez jamais que vous étiez le fils de Gérard Depardieu? Non, Jamais. Bah non, sinon c'était pas drôle. À 16 ans, vous décidez, comme ça, un jour, sur un coup de tête, de devenir mercenaire, de partir en Afrique, l'arme au poing, pour contrôler les ressources pétrolières et minières, et foutre l'Occident dans la merde. Ça, c'était une grande idée que vous aviez. Ouais. Ah ouais. Vous étiez vraiment prêt à partir? Ouais, bien sûr, ouais. Bien sûr, ouais. C'est pour ça que vous avez une petite barbe trotskiste maintenant? Non. C'est pour leur faire la Révolution mondiale? Non, c'est pour un film, ça. C'est beaucoup plus vénal. Ça, c'était une semaine, vous vouliez être mercenaire, et puis la semaine d'après, vous écoutez le Requiem de Mozart, vous fondez en larmes, et vous dites, c'est ça que je veux être, c'est Mozart, quoi. Ouais, c'est un peu... c'est résumé comme ça fait un peu... Ouais. Mais c'est ça. C'est ça? Ouais. Non, en fait, je voulais vraiment me barrer pour quelque chose qui valait le coup. Et puis finalement, bon, j'ai eu de la chance d'écouter Mozart, quoi. Ouais. Parce que sinon, je me barrais, quoi. Et ça vous a retenu ici? Non, d'une certaine manière, ça a donné un sens au fait que je sois ici, en Occident. Je me suis dit, bah, on peut arriver aux mêmes choses, le but, mais en construisant et pas en détruisant. Voilà. Alors à l'époque, vous avez besoin d'argent. Il vous donne pas d'argent, votre père? Non. Non, vous êtes gigolo. Ouais, c'est le gros raccourci, là. Non, j'étais... c'est pas pour... pas que pour l'argent, c'est pour la curiosité aussi, bien sûr. Ouais. Donc vous êtes gigolo pour femmes, pour hommes. Ouais. Vous commencez avec des femmes mûres. Vous aimez bien les femmes mûres? Ouais. Donc là, c'était pas tellement pénible. Non, c'était plutôt... c'est bien ce que je dis, c'était gigolo de luxe, quoi. Vraiment, j'avais le choix... Vous choisissez les clients? Ouais, c'est toujours plus agréable. Ouais. Et puis avec des mecs aussi? Ouais, c'est arrivé, ouais. Vous racontez le premier mec? Le premier? Ouais. 14 ans. Ouais. Mais il s'est pas passé grand-chose la première fois? Non, juste préliminaire. Ouais. Et après, c'était plus sérieux? C'est arrivé, ouais. Vous avez appris quoi dans cette expérience? On n'a jamais tourné le dos, les gars. Je me suis méfié des douches. Non, j'ai appris plein de choses. J'ai appris que c'était dans la tête aussi, les choses. Bon, c'était très lié. Heureusement, quand vous vous retrouvez en tôle la première fois, il y a un caïd qui vous protège et vous échappez aux sévices sexuels habituels des prisons. Oui, enfin, aux sévices sexuels, non. Je pense pas que j'étais une proie à ce niveau-là. Ouais. Mais non, j'ai échappé surtout au lynchage, ouais. Pendant la première fois que vous allez en tôle, c'est pas encore pour usage de stupéfiants, c'est pour braquage de Weston et de... Ouais, c'était l'époque, la grande époque. Et de doudoune, ouais. Ça va encore. Ouais, enfin bon. Et puis, est-ce qu'on met des Weston avec une doudoune? Je sais pas, c'est faute de goût énorme. Évidente à l'époque. Et puis vers 18 ans, vous commencez à mettre le nez dans la poudre. Ça va durer 6 ans. Vous dites, j'ai perdu 6 ans de ma vie là-dedans. Ouais, mais je le pense, ouais.
Ça vous a rien apporté du tout? Si, mais ça m'a apporté justement, mais rétrospectivement, parce que je m'en suis sorti, mais parce que je suis costaud quand même. Ouais. Bon, mais moi j'en connais, tous mes potes de l'époque, ils s'en sont pas sortis. Ils sont soit devenus fous, soit ils sont morts, soit ils ont fait une overdose. Alors en fait, le mec qui vous a branché dans la drogue, dans la poudre, dans l'héroïne, c'est votre prof de solfège, de contrepoint et d'harmonie, que vous recueillez un jour chez vous, parce que son père était mort, et un jour vous le voyez en train de se faire un fixe dans la salle de bain, et vous essayez, quoi. Ouais. En fait, j'avais essayé un petit peu avant, je faisais un remplacement. Ouais, je devais avoir 16 ans quand j'ai essayé, mais c'était juste un trait d'héroïne nasal, quand même. Ouais. Ça m'a rien fait. Ouais. Alors là, évidemment, quand on prend de l'héroïne, au début, c'est vachement bien. On croit que tous les problèmes sont réglés. Le problème, c'est après, comme on dit toujours. Au début, on en prend pour être bien, puis après, pour pas être mal. Plus être mal, oui. Donc après, on court après. Alors, vous essayez tout, vous. Vous essayez non seulement l'héroïne, mais aussi l'héroïne mélangée avec de la cocaïne, ce qu'on appelle le speedball. Le speedball. Ensuite, vous avez pris du crack. Vous n'aviez pas peur de vous niquer le cerveau? Non, j'ai lu quelque part qu'on utilisait de toute façon juste un dixième de nos neurones dans toute une existence. Parfois moins. Et donc, bon, non, mais j'avais pas une approche très quantitative des choses. C'était plutôt, fallait tout essayer, quoi. Ouais. Et puis un jour, en revenant de Hollande, vous devez partir pour le ski, quand le fameux prof de solfège qui vous a initié vous appelle. Il vous dit, je suis mal, viens me dépanner. Ouais, j'étais parti pour décrocher en plus. Ouais. Ouais. Donc il vous appelle, je suis mal, viens m'aider, viens m'apporter quelque chose, viens me dépanner. Et il me restait un paquet, tu vois. Ouais. Il me restait un truc, bon, que je comptais pour pas être mal le prendre le lendemain matin. Ouais. Et bon, je lui ai passé, et puis là j'ai vu le flag, vraiment comme ça. Je l'ai vu, vos cressons en plus. Ouais. Là vous faites serrer, vous finissez donc évidemment en prison. Alors, en prison, vous dites qu'il n'y a pas de drogue, évidemment, il n'y a pas d'héroïne, mais il y a la fiole. C'est quoi la fiole? C'est ce qu'on donne dans toutes les prisons en France. Tu donnes ça pour les mecs, parce qu'il y a beaucoup de toxicos quand même. Les vols avec violence ou les vols, quels qu'ils soient, enfin la rapine, tout ça. C'est vraiment l'essentiel des gens qui sont en prison. À 70%, c'est lié au manque et à la drogue. Donc on leur donne pour les calmer, pour pas qu'ils hurlent toute la nuit comme ils sont en manque, on leur donne des tranquillisants, des opiacés, enfin on les shoot, quoi. Ouais. Vous m'avez pris, vous? Oui, mais un jour. Ouais. Un jour ou deux, et puis après, de toute façon, moi j'étais barré, quoi, donc je voulais m'arrêter. Donc. Ouais. Ça tombait bien d'une certaine façon. Je vous vois venir. Non, pas du tout, c'est vous qui dites ça. C'est-à-dire que quand votre père appelle Balladur pour essayer de vous faire sortir de là, en fait, vous lui en voulez parce que vous trouvez que c'est quand même trop facile d'être le fils de Gérard Depardieu. Non, mais c'est surtout que moi, j'étais pas du tout comme ça, et j'ai jamais été comme ça, et je serai jamais comme ça. Non, j'ai été condamné, j'estime injustement. Ils ont voulu faire un exemple, tu crois? C'était le changement de politique, tu vois. C'était un peu la droite qui venait, il fallait bien montrer que, attention, maintenant, les jeunes, ça rigole plus. Et donc, là, maintenant, on continue à dérouler le même tapis, quoi. Donc, c'est assez intéressant de voir que ça ne sert strictement à rien. Et puis, on met pas les gens qui sont malades en prison, je trouve ça ridicule. Vous en avez voulu à votre père d'avoir essayé d'intervenir auprès de Nicolas Bazir et de Balladur. Vous auriez préféré finalement qu'il vous laisse là pour en chier un peu? J'aurais préféré qu'il ne soit pas là du tout, quoi. Qu'il ne vienne pas en plus me discréditer. Moi, je veux dire, je voulais faire ma peine jusqu'au bout et il n'y a pas de problème là-dessus. Je veux dire, moi, je fais ma peine, même si j'estime que j'ai rien à foutre là-dedans. Justement, c'est motivant. C'est très motivant, Ce que vous vouliez, vous, c'était une certaine rédemption par la punition? Non, pas du tout, non. Oh là là, Dieu m'en garde d'avoir ce genre de pensée-là, judéo-chrétienne. Non, merci, non. Non, c'est plutôt de mettre les choses à plat avec l'esprit clair et de voir dans quelle société j'évolue. Et donc, à partir de là, c'est très bien. Je sais que je suis malade, je sais maintenant qu'on prend les malades comme ça, qu'on en fait ça, je sais... Enfin, bref, avoir les idées claires, quoi. Vous êtes arrêté 6 ans plus tard. Vous êtes arrêté comment? Tout seul. Sans rien? Non. Sans méthadone? Non. Comme ça? Ouais. Solide? Dur. Voilà, et puis ensuite vous racontez dans le bouquin votre amputation suite à cette maladie nosocomiale. On vous propose soit d'avoir la jambrette toute votre vie, soit de vous faire amputer. Ça fait un bon petit parallèle. Les mecs qui sont malades, on les fout en tôle, et les mecs qui vont à les hôpitaux, on les ampute, quoi. Ouais. J'ai testé pour vous, ouais.
Vous avez préféré être amputé plutôt qu'avoir la jambrette toute votre vie. C'était infaisable, intenable et infaisable. Je ne pouvais plus rien faire. Ouais. Non, mais il y en a même qui m'ont dit quand même, ah, tu t'es bien démerdé, hein, t'as pas fait comme tout le monde. Ouais. Ouais, il y en a qui arrivent à dire ça les yeux dans les yeux en pensant vraiment que c'est vrai, quoi, que j'ai fait exprès. Quoi. Pour faire bien dans le curriculum. Alors votre père vous appelle, donc après cette amputation, il vous appelle à l'hôpital, il vous dit ça va comment? Vous dites ça va très bien, une espèce de sarcasme comme ça. Ça va très bien. J'ai fait un drôle de rêve, papa. J'étais entouré de filles toutes nues qui me suçaient le moignon. Ouais, j'ai vu tout de suite. Il est violent quand même. Hein. Il avait des limites au sens de l'humour. Vous dites mon père, je l'aime et je le déteste pour les mêmes raisons, son impuissance. Non, mais c'est toujours pareil. De toute façon, les gens, on les aime quand on les aime vraiment. On les aime aussi pour leurs défauts. Ben ouais. Il n'a pas été assez dur avec vous, vous pensez? Franchement? Ouais. Non, non, mais c'est une manière qui est autrement plus dure aussi de dire à quelqu'un, bah, démerde-toi, tu vas voir, à la dure, quoi. Moi, je trouve que ça m'a amené vers une liberté qui est vraie, c'est vrai. C'est vrai, ça, je dois le concéder. Je trouve que c'est intéressant de dire à quelqu'un, démerde-toi, de toute façon, tu vas bien être obligé un jour de te démerder. Donc, mais c'était peut-être un peu tôt, je pense. Est-ce que vous lui en voulez de ne pas vous avoir donné un exemple? Parce que vous dites dans le bouquin, mon père, c'est fais ce que je dis, ne fais pas ce que je fais. Ouais. Vous trouvez qu'il manque d'intégrité, d'éthique, c'est-à-dire que vous pensez que finalement... C'est-à-dire que non, mais quand on a des trucs à soi, faut le cacher vraiment, quoi. Faut pas que ça se voit. Vous auriez préféré qu'il soit plus discret pour vous donner un exemple plus droit? Bah oui, je sais pas, tant qu'à faire. Après, ne pas venir en se posant en représentant ou garant de la justice, quelle qu'elle soit. Bon. Après, moi, après ce que j'ai vu, tu vois, c'est pas le top crédibilité, quoi. Ouais. Si vous découvrez, bah, oui, comme tous les gens de sa génération, vous découvrez qu'il s'est camé, qu'il a fait des partouzes, voilà, quoi, comme tous les... Oui, non, mais ça, c'est bien après. Ouais. Moi, j'étais déjà barré depuis longtemps, quoi. J'étais déjà, dans ma tête, c'était... j'avais 10 ans, j'étais déjà dans mon univers, hein. Fallait plus m'approcher, quoi. Vous découvrez même qu'il a une fille avec Karine Silla, votre demi-sœur. Il n'a pas osé vous en parler, vous l'apprenez le... Non, je l'ai appris le jour de sa naissance. Ouais. Parce que Karine Silla a appelé votre père devant vous. Ouais, pour dire que tout s'était bien passé, ouais. Mais vous apprenez sa vie privée par la presse, en fait. Ouais, bah, aujourd'hui aussi, d'ailleurs. Fanny Ardant, vous l'avez appris en lisant Paris Match. Non, j'étais un peu affranchi. Parce que maintenant, je sais voir un peu les rapports. Ouais. Non, je trouve ça bien, moi. Je trouve ça bien qu'il soit avec cette femme-là. Ouais. Ouais. Vous préférez Fanny Ardant à Carole Bouquet? J'ai rien dit. Alors, vous parlez de votre mère aussi, Elisabeth Depardieu. Vous dites qu'il est en instance de divorce depuis 14 ans, parce qu'il ne veut pas lâcher sur le plan pognon, quoi, en gros. Ouais, mais bon... Mais quel est le problème? Il est milliardaire, votre père, non? Franchement, c'est assez opaque, hein. Ouais. Non, je sais pas, parce que vous dites, quand j'étais petit, il me donnait pas d'argent. Ma mère, il veut pas divorcer parce qu'il veut pas lâcher de pognon. Non, mais quand j'étais petit, c'était plutôt un principe d'éducation de ma mère. Ouais. Et je trouve ça très bien, d'ailleurs. C'est-à-dire que moi, j'avais pas plus d'argent que mon meilleur ami. Et bon, comme c'était une famille nombreuse, 4 enfants, milieu, pauvre. Hein. Donc moi, je trouvais ça très bien. Mais non, mais... Mon père, il est pas du tout pas généreux, c'est pas vrai, faut pas qu'on croie ça non plus. C'est quelqu'un qui a du mal à filer une pièce, par contre, il peut te filer une brique, si tu veux. Ouais. Et bon, moi, j'ai pas tendance à demander facilement une brique. Vous avez divorcé, ça a été réglé avec Élise, vous n'avez pas attendu 14 ans, quoi. Ouais, on est en train de le faire. Ouais. Heureusement que vous avez Louise, quand même, non? Ouais. Alors, quand votre père a lu le bouquin, il vous a dit que certains passages n'étaient pas bien, qu'ils étaient un petit peu... Non, mais parce qu'il ne l'avait pas lu. Je le connais comment il lit. C'est comme quand il dit « je lis des scénarios ». Ouais. Non, bon, il avait feuilleté 3 trucs. S'il voit un dialogue intéressant, il le prend. S'il voit un truc, et après il le lit. Mais bon, là, il avait juste parcouru 3 feuillets. Il a dit « oui, il m'appelait juste pour me dire qu'il trouvait ça impudique ». Ouais. Et vous lui avez dit que vous le trouviez indécent. Ouais. Il l'a lu maintenant? Je pense. Vous n'avez pas une nouvelle? Non. Il vous répond dans Gala, vous l'avez lu? Ah bah oui, j'ai eu des nouvelles par Gala. Ouais. C'est terrible ce qu'il dit, parce qu'en fait, il dit, bah, si ça l'aide d'écrire ce bouquin, tant mieux pour lui. C'est ça que vous attendez comme attitude, ou vous auriez attendu quelque chose de plus violent? Franchement, je m'en fous, quoi. Ouais. Ça m'empêche pas de dormir, c'est pas ça qui me fait lever le matin, quoi. Ouais. Maintenant que vous avez fait ce bouquin, vous vous sentez libéré de quelque chose? Ouais, je sens... En tout cas...
on me posera plus les mêmes questions à chaque fois que je viendrai faire la promo pour un truc que j'ai fait, que j'estime qu'il est bien et qui mérite plus largement de l'attention plutôt que sur ma famille ou quoi que ce soit. Ouais. Comme ça, là, je l'ai fait aussi pour ça, quoi. J'ai trouvé bien mon intérêt là-dedans. Qu'on me fasse plus chier avec ma famille, quoi. Mais alors, si commence à se mettre à dialoguer dans les journaux, je trouve ça infernal, c'est terrible. Ça. Les gens vont se lasser. Attention, Gérard. Hein. C'est la dernière fois que vous en parlez, là, alors. Ouais. C'est bien, j'ai bien marqué le coup, quand même. Première et dernière fois. C'est énorme, ce bouquin. Après, vous allez parler de vos films. Ouais. Je vais les faire, surtout. Ouais. Alors, Guillaume, vous avez eu des hauts, vous avez eu des bas. On va vous faire une interview up and down. Ce que vous préférez chez vous? La qualité de mes silences. Ce que vous haïssez chez vous? La qualité de mes silences. Au cinéma, ce que vous préférez? Au cinéma les gens, les rencontres. Ce que vous haïssez au cinéma? Les cons. Ouais. Le plus grand moment de votre vie? Original, la naissance de ma fille. Le pire? Le pire... La naissance de ton père? Il est mignon. Je sais pas encore, non. Ce qui vous plaît le plus dans la vie? Après l'amour. Ce qui vous plaît le moins? Attendre, avant. Votre plus gros coup de fric? C'est un truc que j'ai pas fait, justement. Mais c'était pour faire monter les enchères, pour voir jusqu'où ils pouvaient aller. Ouais. Et votre plus grosse perte? C'est ça s'il l'a pas fait. Ouais. C'est ça. Ouais. Votre plus belle histoire d'amour, Guillaume? Laurent Baffy. Ah, il y a eu soufflage. Non, votre plus belle histoire d'amour, sérieux? Ma fille. Ouais. Et la plus minable? La plus minable, le jour où j'ai failli tomber amoureux de moi. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a de plus sexy en vous? Je sais pas. Et de moins sexy? Quand je suis bourré. Ouais. Ce que vous préférez dans le sexe? Moi, j'aime tout. Tout? Ce que vous détestez dans le sexe? Les interdits. Et puis il y a aussi deux duos sur cet album. Il y en a un avec François Morel qui s'appelle Mémère dans les orties. Ouais. Vous vous insultez copieusement. Ouais. Certains se donnent des noms d'oiseaux, nous c'est des noms de poissons. Ah ouais, ça y va, hein. Ah ouais, la morue, le maquereau, enfin tout y passe. Ouais. À la fin, ils vous traitent quand même de liposucé, quoi. Ouais, mais on a fini par censurer parce qu'on avait une coda de chanson qui était plus longue que la chanson. Donc on est parti dans la pro et c'était terrible. Hein. Ouais. Et puis il y a un duo avec Guillaume Depardieu, une chanson magnifique qui s'appelle Une lettre oubliée. Oui. Alors en deux mots, c'est un jeune homme qui écrit une lettre à sa bien-aimée. Ça commence comme ça, par une lettre à sa bien-aimée. Et puis très rapidement, on entend une voix de femme qui est finalement en train de relire cette lettre des années plus tard et qui se souvient absolument pas qui est-ce qui a pu lui envoyer ça. Et c'est une lettre poignante, d'autant plus qu'en avançant dans la chanson, on s'aperçoit que le garçon est en train de l'écrire, il est au front. Ouais. On l'appelle, il est 5 heures et il va falloir y aller. On ne sait pas ce qui va devenir. En tout cas, il lui demande en conclusion de ne, si jamais il lui arrivait quelque chose, de ne jamais l'oublier. Voilà, raté quoi. Ouais. Mon cœur est de mes bras, tiens, je l'avais oublié. Cette lettre et qui, ma foi, peut me l'avoir envoyée. Si tu savais quel ennui, loin de nos jeux amoureux. Est-ce André ou est-ce Henri? Est-ce Paul aux si beaux yeux? Rien ne distrait la folie qui m'entoure, mais rien ne peut détourner nos cœurs épris. Oh non, ça ne peut être lui. Mon amour, mon feu, ma joie, je reviendrai, sois-en sûr. Vrai, c'est la première fois que je vois cette écriture. Ton portrait posé sur moi me protège et me rassure.
Cette lettre entre mes doigts serait-elle une imposture? Oui, l'enfer est de ce monde, mais le pire est de compter ces heures, ces jours, ces secondes qui nous tiennent séparés. J'ai beau chercher dans la ronde de mes amoureux passés, dans quelle amnésie profonde cet amant-là s'est noyé. Voilà. Très très belle chanson, très belle chanson. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que vous racontez que quand Guillaume est venu pour interpréter sa partie du duo, dans le studio, tout le monde avait les larmes aux yeux. Ouais. C'était un moment super émouvant. Lui, il s'en est pas rendu compte, il était dans la cabine. Une prise. Ouais, en fait, on en a fait 3. On a gardé la deuxième, parce que la première était très tendue. Et puis, il y avait évidemment la découverte de la musique, de la chanson. C'est toujours un peu... il faut se mettre dedans, quoi. Ouais. Et on a gardé la deuxième, qui était absolument magnifique, tout en émotion, en fait. Et puis, c'est vrai que quand il a commencé dans le studio, on était tous... moi, je ne le regardais plus. C'est pour ça que je ne lui donnais pas les départs et tout. Ouais. Il était à la rue complet. On était tous comme ça, on ne se regardait plus. Ouais. On était... l'ingénieur du son, il était là, Ouais. je voyais, il avait la tête rentrée dans les épaules. Et on était dans une émotion folle quand on Vous commençait avez une voix très émouvante. C'est la première C'est- fois, Guillaume, que tu chantes comme ça? Sur un duo, ouais. Ouais. C'est beau, hein? T'es doué, hein? Ouais, Non, c'est vrai. Vous dites c'est un ange. ouais, c'est un ange. C'est comme ça qu'ils sont, les anges. Ouais. Ouais. Fêlés. Un ange fêlé. Un ange fêlé, oui. C'est comme ça, les anges. Alors, c'est vrai, bon, ben voilà, donc maintenant vous faites des duos, vous avez des passages radio, de la pub télé. Donc vous n'êtes pas du tout en bisbille contre votre maison de Non, moi, disques, je vous. fais jamais rien comme les autres, donc en fait, ma maison de disques, je l'adore. Ouais. Vous êtes prête à jouer le jeu, donc. C'est pas jouer le jeu, c'est eux qui jouent mon jeu, en Ouais. fait. Parce que moi, finalement, c'est ça l'idée, c'est que j'écris des chansons et puis ça leur a bien plu, hein, déjà, les maquettes. Et puis voilà, quoi. Après, je suis arrivée avec des idées en disant j'aimerais bien faire un duo. Hardy View, Guillaume Depardieu. Guillaume, tu penses à quoi là en ce moment? À l'homosexualité, Féminine ou masculine? les deux. Les deux. Et alors? Je me sens totalement bi, moi. Ouais, ouais. T'es assez beau comme mec. Ah, c'est un beau C'est un beau gars. Ouais. Il n'a pas inventé la poudre, hein, mais c'est un beau gars. Tu te dis quoi quand tu te regardes dans la glace le matin? Je crois en Dieu, mais dans le mauvais sens. Ta plus belle histoire d'amour, c'est laquelle? Maintenant, là, c'est bien. Ouais, ça va là? Ouais. C'est quand la dernière fois que tu as pleuré? Hier, Pourquoi? j'écoutais une chanson. Ouais. Tu changerais quoi en toi si t'avais une baguette magique? Tout. Tout? Ouais. Pas la tête là. Hein, pas- Ah, si, si. Elle est bien. Tu trouves pas qu'il est beau, Cynthia? Il est charmant. Qu'est-ce que tu pourrais dire de plus négatif sur toi? Je suis un égoïste. Tu ferais quoi si tu restais 24 heures à vivre? Prends un crédit. Ouais, je prendrais un crédit. Bravo, Laurent. Bravo. T'as déjà pensé au suicide? Ouais. Et alors, pourquoi tu l'as pas fait? Mais je l'ai fait, mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, voilà. On est tous pareils. Qu'est-ce que la vie t'a appris jusqu'à maintenant? Rien. Rien. Comment aimerais-tu mourir? Vite. T'as menti là depuis que tu me réponds? Non. Tu leur fais tirer une carte, Laurent? C'est quoi? Vous devez vous allonger et parler de votre enfance. Hein. Eh ben voilà, bah écoute. Je suis obligée de m'allonger là. Ouais, là, sur la scène, c'est mieux. Ça va faire hyper désordre. Bon, alors, Non, allons-y.
Attends, parce que les tabourets sont hauts à la télé, à chaque fois je me... Alors. Laurent, tu fais le psy? Si tu veux. Mais... Tabouret. Bon, allez, parle-nous de ton enfance, Juliette, allez. Je suis emmerdante, moi, parce que, en fait, je suis un cas d'école. Hein. Mes parents s'aimaient beaucoup. Ils étaient vachement gentils avec moi. Et ils me laissaient faire exactement ce que je voulais, mais en même temps, ils m'ont appris des notions essentielles comme le bien, le mal, l'honnêteté, l'obéissance, la tolérance, le respect, des choses comme ça. Donc c'est assez gavant, quoi. Parlez-moi de votre éveil à la sexualité. Mon éveil à la sexualité a dû se faire à un âge relativement normal, j'ai vers 13 ans, quoi, 12-13 ans. Comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé? Je pense que ça s'est passé comme beaucoup de gens, par une espèce de rêverie romantique autour de personnages de romans. Lesquels? Moi, je suis tombée dans les malheurs de Sophie, les trucs comme ça. Ah, c'est les trucs de la comtesse Ségur. Parce que il y a des tas de gens qui se fouettaient et tout, c'était vachement bien, j'adorais ça. Et puis, il y avait des... Ouais. Et Les poissons qu'on découpe, les poissons rouges. Oui, il y avait des trucs super cruels, sanglants et tout ça, j'adorais ça. Donc je pense que ça... Déjà sanglant à l'époque? Ouais. Voilà. Ça commençait bien, hein? C'est pas moi. Il est ventriloque. Est-ce que tu veux qu'on fasse tirer une carte à Guillaume? À Guillaume. Vous pouvez, docteur? Oui. Merci Juliette, bravo. Bravo Juliette. 100 €. Pourquoi tu me tends celle-là? T'as besoin d'une autre, hein. Ah, dommage. C'est quoi? J'aurais pu le faire. C'est la lutte finale. Groupons-nous et demain, l'international sera le genre humain. Esta la torluta. Es la lucha final. Dans le point. Nos grupamos y Vamos mañana a la playa. la revolución de Zapata Pata. Très bien Ariel. J'accueille Jeanne Moreau, Julie Depardieu, Guillaume Depardieu. Bonsoir. Ça va? Heureux de vous voir. Jeanne Moreau, bonsoir. Jeanne Moreau, oui, oui d'accord. Oui. Jeanne Moreau, bonsoir. Julie Depardieu, bonsoir. Guillaume Depardieu, bonsoir. Vous êtes ici tous les trois pour Les Rois Maudits, la grande fiction de prestige que France 2 diffusera à partir du 7 novembre. Alors, au départ, Les Rois Maudits, c'est un 7 volumes, écrit par Maurice Druon en 1955, adapté une première fois à la télévision par Claude Barma, le papa de Catherine, voilà. Ça a été un des grands événements de l'ERTF, c'est vraiment un feuilleton culte de la télévision, ce qui n'a pas empêché José Dayan de s'y recoller avec Anne-Marie Catois pour le scénario. Elle a peur de rien, José, hein. Elle se tape le truc le plus énorme de l'ERTF, elle le refait, hein. Courageuse, non? Toujours très courageuse. Ouais. Très entreprenante. José, c'est marrant, c'est une vraie feuilletoniste, quoi, au sens noble du terme. Elle a fait Monte Cristo, elle a fait Les Misérables, elle a fait Balzac, elle a un souffle comme ça à la Dumas, un peu comme les grands feuilletonistes du 19e siècle, et puis elle sait fabriquer. Mais c'est mieux que fabriquer, c'est... Ouais, elle va vite, hein. Ouais. Comment c'est pour les acteurs? C'est super. C'est emballant, c'est jouissif. Bon, alors l'histoire des Rois Maudits, c'est la malédiction qui pèse sur Philippe le Bel et ses successeurs. Car tu connais l'histoire, Laurent. Bien sûr. Il a fait brûler vif Jacques de Molay, le grand maître de l'ordre des Templiers, parce qu'ils avaient trop de pouvoir. Et le type lui dit « Maudits, soyez tous maudits pendant 13 générations voilà. ». Mais c'est aussi le combat que se livre Mao d'Artois, incarné par Jeanne Moreau, et Robert d'Artois, incarné par Philippe Torreton,
pour la possession du comté d'Artois, voilà. Mais elle a une fille, elle a 2 filles, dont une qu'elle adore. Ben, dont une, Julie, vous êtes Jeanne de Poitiers, vous êtes la fille de Mao, vous avez épousé Philippe de Poitiers, qui est le fils du roi Philippe le Bel, voilà. Et voilà, c'est important d'avoir un roi comme gendre. Voilà. Et l'autre fils du roi, c'est vous, Guillaume, Louis X le Hutin. Vous savez ce que ça veut dire, le hutin, maintenant? Le désagréable, ouais. Non, le fantasque. Le hutin, celui qui râle et qui n'a pas vraiment de personnalité. Ouais. Voilà. Ce qui est très agréable dans cette série, c'est qu'il y a un mélange d'acteurs incroyables. Il y a des gens de l'ancienne génération. On retrouve Jean-Claude Drouot qui faisait Thierry Lafronde. Alors, en plus, il est chauve, il a une tête absolument incroyable. Hein. Ah oui, on dirait Mars Attack. Là, comme ça. Jean-Claude Drouot. Il y a Daniel Émile Forck aussi. Tu te souviens de Daniel Émile Forck? Très bien. Grand acteur. Là, il fait un astrologue. Ouais. Il fait un astrologue qui s'appelle Maître Martin, il est absolument inquiétant. Il y a Jean-Claude Brialy, Claude Rich, Tchéky Cario, Jeanne Moreau, voilà. Et puis il y a aussi vous deux, Julie et Guillaume, il y a Julie Gaillet, il y a Hélène Filière, il y a Jeanne Balibar. Enfin, il y a un mélange de plusieurs générations d'acteurs qui se retrouvent là et finalement ça se passe très bien, quoi. Vachement bien. Vachement bien, voilà. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que cette saga un peu shakespearienne, elle est traitée comme un space opéra. On est dans une espèce de Moyen-Âge futuriste avec des décors de Philippe Druillet, qui a fondé Métal Hurlant. Et c'est vrai que c'est drôle. C'est génial. Voilà, c'est extraordinaire d'avoir fait appel à lui, c'est une super idée. Les costumes de Mimi Lampica, et puis beaucoup d'effets spéciaux, de trucage numérique. Ce qui fait que ça se regarde très bien, quoi. C'est pas du tout, je vous le dis, c'est pas du tout une série historique chiante. Non, pas du tout. Non. Alors tout est très dessiné. Hein. Par exemple, vous avez la mèche blanche et puis toujours une robe violette hein, pendant tout le film, quoi. Violette et noire, oui. Voilà. Et puis Toretton, lui, l'habille en rouge, son cheval est habillé en rouge. Enfin, c'est très bande dessinée en même temps. C'est vrai que c'est très facile d'accès. Voilà. Alors. Je vais m'arrêter, rassurez-vous. On va regarder à quoi ça ressemble. Vous allez regarder tous les trois votre caméra et vous allez dire en même temps, sinon ça ne marchera pas. Tous les trois, attention, vous allez dire en même temps Magnéto, Serge Calfon. Je sais, c'est compliqué, mais il faut. Voilà. C'est où là-bas. Là-bas. Voilà. T'es prêt? Attention. 1, 2. Attends. Je suis pas prêt. Laurent, prends sur toi, Laurent. C'est bon. Prends sur toi dans ces moments-là. Là, je le sens. Vas-y, profite-en. Prends sur toi, Laurent. Attention, non, regardez. Attention. Maintenant, je le sens. Non, Laurent. Je t'ai dit, vas-y, putain. J'étais en train de te parler. Allez-y. Bon, allez, attention à 3. Hein. Attention. 1. Mais vous le ratez pas. Non. Non. Qu'est-ce qu'on dit, c'est ce qu'il y a le plus dur. En même temps, ils le savent, c'est ce qu'il y a le plus dur dans l'émission. Attention. 1, 2, 3. Magnéto, Serge. Pas mal.